bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre en ce moment pour ce journal dont voici les principaux titres. Bilan économique de l'année 2025 et perspectives de 2026 présentés par le gouverneur de la Banque centrale des Comores, Younousta Imani. Une réunion consacrée au bilan des réalisations effectuées à la suite du passage du cyclone tropical Kenneth en 2019 en Union des Comores organisée par le projet Post-Kenneth et Résilience en collaboration avec le ministère de l'Aménagement. La Banque centrale des Comores a présenté ce vendredi son bilan économique de l'année 2025 et ses principales perspectives pour 2026 présentées par le gouverneur de la Banque centrale des Comores, Younousta Benimani. Ce bilan fait ressortir une progression de la croissance, un recul de l'inflation et une nette amélioration de la bancarisation dans le pays. Le gouverneur de la Banque centrale des Comores, le docteur Younousta Imani, nous en dit plus. Par rapport au bilan 2025, on peut dire que le bilan de l'année 2025, par rapport à 2024, les indicateurs que j'ai présentés ici ont évolué dans le bon sens. En prenant comme exemple la croissance économique qui est un des indicateurs clés. Donc la croissance économique est passée de 3% à 3,8%. L'inflation, qui est aussi un des indicateurs clés, est passée de 5,1% en 2024 à 3% d'augmentation en 2025. Au niveau de nos avoirs extérieurs, qui est un indicateur clé de toutes les banques centrales et de toutes les économies, c'est notre richesse extérieure a été évalué à 9,1 mois d'importation. 9 mois d'importation, cela veut dire que pendant 9 mois, on pourrait importer sans problème, sans activité. Donc c'est une bonne performance lorsqu'on compare ce chiffre avec d'autres chiffres de l'Afrique de l'Ouest ou bien de l'Afrique centrale ou des autres pays qui ont quelques semaines seulement d'importation de réserve de devises. Bon, au niveau de la finance publique, les finances publiques en 2025 ont évolué dans le sens où les recettes ont augmenté de 63 milliards à 75 milliards. Les dépenses ont évolué de 75 milliards à 83 milliards. Ce qu'il faut noter ici, c'est que l'endettement public, donc l'endettement de l'État, a diminué entre les deux années. On était à 30% du PIB. En 2025, on est aujourd'hui à 27% du PIB. Donc, en gros, c'est qu'on peut dire pour l'économie comorienne qu'elle s'est portée mieux en 2025 qu'en 2024. Le projet de relèvement post-Kenneth et de résilience en collaboration avec le ministère de l'Aménagement du territoire de l'urbanisme chargé des affaires foncières et des transports terrestres a organisé une réunion consacrée au bilan des réalisations effectuées à la suite du passage du cyclone Kenneth en 2019 en Union des Comores. Cette réunion a permis de présenter les différents travaux réalisés dans le cadre du projet, notamment les infrastructures réhabilitées ou construites ainsi que les différentes activités et formations mises en œuvre au bénéfice des communautés. Reportage Absoram Saïdié et Salim Ben Abdelazar Kaché. À la suite du passage du cyclone Kenneth, le 24 avril 2019, considéré comme l'un des cyclones tropicaux les plus dévastateurs de l'histoire des Comores, l'Union des Comores a bénéficié d'un financement de 57,5 millions de dollars de la Banque mondiale pour la mise en œuvre du projet de relèvement post-Kenneth et de résilience. Ce projet vise à soutenir le relèvement et la reconstruction des infrastructures publiques et privées touchées par la catastrophe tout en renforçant la résilience du pays face aux risques naturels et climatiques. Le cyclone Kenneth nous avait
rappelé notre vulnérabilité. Le peuple PKR nous a rappelé notre capacité à nous relever. À présent, notre devoir est d'aller plus loin, passer de relèvement à une véritable culture nationale de la résilience. Pour cette année, sincèrement, on n'a pas beaucoup de contrats. On avait juste 3 contrats. Je dirais, dont le plus important, c'est les travaux d'aménagement côtier et les travaux routiers. Pour les travaux d'aménagement côtier, on a accusé de retard, mais on vient de terminer. On a fait les opérations de pré-réception. On attend juste une date d'organisation de cérémonie de remise provisoire. Pour la route, on a encore du retard, mais c'est avancé quand même. On est à un taux de 60% d'exécution. Du coup, si le rythme du carburant maintient, on ne revient pas encore en chute pour une pénurie encore qui peut frapper le pays. On juge qu'ils peuvent avancer. Mais si au moins on continue ce rythme d'approvisionnement de carburant à l'entreprise, ils peuvent nous ramener jusqu'à janvier. Cette réunion a été l'occasion de présenter le bilan et de faire le point sur l'état d'avancement des travaux déjà réalisés ainsi que ceux actuellement en cours. À ce jour, 184 logements ont été livrés, 21 écoles réhabilitées ainsi que 35 réservoirs d'eau et 3 pistes communautaires. Le projet a également permis la réalisation de 7 réservoirs d'eau supplémentaires, la reconstruction de 8 entrepôts de stockage, la réhabilitation de 7 km de route et la réalisation de 13,32 km de protection côtière. Par ailleurs, 138 marchés ont été signés en collaboration avec 38 entreprises locales, contribuant ainsi à la création de 2209 emplois créés. Les déclarations du Premier ministre français Sébastien Lecornu lors de son séjour à Mayotte suscitent de vives réactions aux Comores. Face aux menaces de réduction des aides et aux mesures annoncées contre l'immigration en provenance des pays africains, plusieurs personnalités politiques comoriennes estiment que la France doit respecter le droit international et les résolutions des Nations Unies relatives à la question de l'île comorienne de Mayotte. Je vous propose de suivre quelques réactions. Les propos du Premier ministre français nous ont surpris parce qu'ils ne cadrent pas avec les priorités actuelles de Mayotte. On attendait de M. Lecornu des réponses concrètes au plan de reconstruction de l'île après le passage du cyclone Chido. À l'inverse, il a choisi de lancer une polémique stérile sur l'aide au développement. Ce propos revêt une condescendance insupportable. Sur la question migratoire, pour le gouvernement comorien, fort des principes de droit international, les Comoriens sont chez eux à Mayotte. Et il ne saurait être question d'expulsion des Comoriens sur leur propre territoire. S'il y a quelqu'un qui doit s'interroger sur sa présence légale ou illégale sur l'île comorienne de Mayotte, ce n'est sûrement pas les Comoriens des autres îles. D'abord, je condamne fermement les propos de Lecornu parce que cette déclaration n'est pas digne de la France. Vouloir faire un chantage permanent contre un petit pays, un grand peuple, mais un petit pays, je pense que c'est pas cette France que nous aimerions voir, entendre et coopérer. Nous gardons l'image de cette diplomatie de Talleyrand, de Mazarin, de Couve de Burville, ces grands diplomates qui portaient un idéal de la France. La France devrait avoir un peu de pudeur et se dire que les Comores, certes un petit pays, mais il y a ce passif historique. Ils ne devraient pas nous traiter comme ils le font actuellement. Ce mépris permanent, ce discours qui pour nous heurte, nous qui sommes Comoriens, qui aimons la France, et pour nombreux parmi nous qui sommes franco-français. C'est pas de cette France que nous aimerions, je le répète, connaître dans sa dimension internationale. J'appelle les gouvernants français, ceux qui se soucient de l'image d'abord de la France et de la relation franco-comorienne, parce que, en réalité, la question mahoraise, elle est utilisée comme un point d'ajustement de la politique intérieure française. Mayotte est gardée parce que certains lobbies français ont voulu garder Mayotte pour des intérêts particuliers. Balladur a instauré le visa Balladur parce que, justement, il voulait draguer l'électorat de Mayotte. Sarkozy, idem. Tous ceux qui ont gouverné ce pays ont, en réalité, manipulé cette relation, ce litige pour des fins politiciennes.
comorienne. Et c'est pas normal. J'appelle aux vrais responsables français qui veulent faire que la France puisse rayonner comme elle le fut il y a 2 siècles, il y a 100 ans. C'est cette France que nous aimerions coopérer avec elle pour qu'ensemble nous trouvions un modus vivendi sur ce problème précis de Mayotte. Parce que les solutions existent, il faut que l'on fasse preuve de courage et surtout d'imagination. Mais il faut qu'ils arrêtent de grâce de nous insulter. Le Premier ministre français, Le Cornu, est parti en vacances. Il est parti en vacances à Mayotte, une de nos îles. Et malgré, au lieu d'apprécier leur beauté, il lance des paroles de venin. Parce que ça n'a pas plu la population comorienne, ça ne nous a pas plu, nous la société civile comorienne. On estime que ces propos transforment notre histoire commune de l'archipel des Comores, dont Mayotte y compris. Donc dire qu'il va conditionner l'aide à la lutte contre une immigration clandestine dont il nomme, nous pensons que c'est une parole hypocrite parce qu'il sait très bien que les Comores ont une histoire qui n'est pas pareille aux autres pays qui entourent l'île de Mayotte. Et à ce sujet, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale exprime sa forte indignation. Dans un communiqué publié par ce ministère, on peut lire, je cite, « L'Union des Comores partage des liens de partenariat avec plusieurs pays, dont la France, avec qui les relations devraient reposer sur une coopération d'intérêt commun entre les 2 pays, fidèles aux principes des droits internationaux et de l'esprit de dialogue sincère et respectueux dans sa diplomatie. L'Union des Comores reste toujours disponible à poursuivre les échanges avec la France dans ce même esprit sur la question de l'île comorienne de Mayotte. Autre volet de ce journal, une nouvelle plateforme numérique dédiée à la gestion des établissements scolaires a été officiellement lancée ce mercredi à Comorlab, à Moroni, baptisée C-School. Elle vise à accompagner les écoles dans la digitalisation de leurs démarches administratives. Ikam Ben Saïd Hassan et Salim Ben Abdelazar Kachi. La plateforme C-School qui a été lancée centralise plusieurs fonctions, notamment les inscriptions, la gestion des notes et bulletins, les emplois du temps, les examens, le suivi financier, ainsi que la communication avec les parents d'élèves. Avec le slogan « Moins d'administration, plus de temps pour l'éducation », C-School apporte une solution concrète à nos établissements scolaires et les accompagne dans leur transformation numérique. Nous lançons aujourd'hui un appel au ministère de l'Éducation nationale. Favorisons l'adoption de cette solution et de celle à venir dans nos établissements, tout en garantissant leur interopérabilité avec les systèmes existants. C-School doit permettre de réduire les tâches administratives et de faciliter le travail des établissements grâce à un outil unique de gestion. L'éducation mérite les meilleurs outils. C-School, c'est une plateforme de gestion scolaire pensée pour faciliter le quotidien des établissements. Mais notre objectif, c'est simple. Rendre l'information disponible, partagée et vérifiable par les bonnes personnes et au bon moment. Les promoteurs souhaitent désormais favoriser l'adoption de la plateforme dans les établissements scolaires et renforcer son intégration avec les systèmes numériques déjà utilisés dans le secteur de l'éducation. Un simple mal de tête peut parfois cacher une maladie plus grave. Parmi les causes possibles, certaines formes d'encéphalite nécessitent une prise en charge médicale rapide face à la multiplication des cas signalés dans les structures de santé. Les professionnels appellent à la vigilance. Saïd Madi Abdoumagaga et Mohamed Istaka ont réalisé ce reportage. Souvent considérés comme une douleur banale, les maux de tête peuvent pourtant être le symptôme de différentes maladies, parfois graves. Négliger ces signes et tarder à consulter
peut exposer les patients à de sérieuses complications. C'est un signe de différentes pathologies, comme les gens qui souffrent de l'hypertension artérielle, comme les gens qui ont des problèmes des yeux. Donc, il y a différentes maladies qui peuvent causer le céphalée. Au centre médical de Mbouéni, la majeure Madame Sharifa Ahmed Bahjati constate ces derniers temps une hausse des admissions de patients présentant des symptômes évocateurs d'encéphalite. Une situation qui, selon elle, doit inciter la population à consulter rapidement dès l'apparition des signes habituels. Nous recevons beaucoup plus de patients qui souffrent du céphalée. Je fais un appel à la population comorienne quand un patient souffre du céphalée de se présenter le plus vite possible dans la structure de santé qui est proche de lui. Face à des symptômes persistants ou inquiétants, mieux vaut ne pas attendre. Une consultation précoce peut permettre de poser rapidement le diagnostic et d'éviter des complications. Et à l'occasion des 2 ans de Ablani Assoumani à la tête de l'Office de radio et télévision des Comores ORTC, une conférence de presse s'est tenue ce vendredi à l'ORTC Voadjou. Il était question au cours de cette rencontre avec les représentants de différents médias du pays de dresser le bilan de son action en mettant en évidence les actions engagées pour transformer et moderniser la radio et la télévision nationale des Comores. Reportage de Bouchrati Sultan et Mohamed Issaka. Selon le bilan présenté, plusieurs actions ont été engagées pour améliorer le fonctionnement interne de l'institution, notamment l'instauration du conseil de direction, le renforcement de la collaboration entre les différentes catégories professionnelles et la mise en place d'un délégué du personnel. Sur le plan social et professionnel, la direction met également en avant la prise en charge d'une partie des cotisations des agents à la mutuelle de santé, l'attribution d'aides financières aux agents en difficulté, ainsi que l'amélioration des espaces de travail. Le parc automobile de l'ORTC a été renforcé, passant de 6 à 16 véhicules, tandis que les motos sont passées de 4 à 16. La couverture radio et TNT a également progressé, atteignant 80% grâce à l'installation de nouveaux sites. La direction met enfin en avant le renforcement des partenariats nationaux et internationaux. Au total, environ 70% des objectifs fixés sur les 2 ans auraient été réalisés. Le bilan portait sur beaucoup d'éléments qui ont été réalisés, commencer par la gouvernance, c'est-à-dire depuis que M. Ablani est nommé à l'ORTC, il n'a ménagé aucun effort pour que le personnel se sente bien. Parce que Ablani étant un agent de l'ORTC, c'est-à-dire un dirigeant de l'ORTC avant, il connaissait bien la maison, donc il voyait qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui n'allait pas. Donc, d'un point de vue du personnel, il a mené des réformes qui fait qu'aujourd'hui, l'employé de l'ORTC se sent à l'aise dans son travail. Il a aménagé les espaces de travail, il a distribué les salaires d'une manière équitable en tenant compte des compétences, de l'ancienneté, mais aussi des gradations de diplômes. Aujourd'hui, l'employé de l'ORTC est récompensé pour ses efforts. Il a instauré l'employé du mois. Après 2 années de gestion, plusieurs défis restent donc à relever. La direction de l'ORTC affiche sa volonté de poursuivre les réformes et de consolider les acquis, avec pour objectif de faire de l'Office un média public davantage moderne, accessible et proche de son audience. Dans une ambiance spirituelle et éducative, l'école Abdillah Ibn Massoud a organisé la 9e édition de son concours de mémorisation du Saint-Coran. Cette initiative vise à encourager les élèves à mémoriser le Coran et à renforcer leur amour pour le livre saint avec une large participation des élèves que l'attention et le suivi des parents. Reportage de Fahadi Ali Hamadi et Salim Ben Abdillah Zarkash.
La 9e édition du concours de mémorisation du Saint-Coran, organisé par l'école Abdallah ibn Massoud, a rassemblé des élèves âgés de 5 à 12 ans, répartis selon plusieurs niveaux de mémorisation allant d'un demi-chapitre à 30 chapitres. L'évaluation des candidats a été confiée à plusieurs cheikhs agréés, garantissant ainsi la rigueur et la qualité du processus. Les parents, quant à eux, ont vivement salué cette initiative éducative qui vise à inculquer et à renforcer l'amour du Coran chez les plus jeunes. Selon le directeur de l'établissement, ce concours s'inscrit dans la volonté permanente de l'école d'accompagner ses élèves, de développer leurs compétences et de les encourager à préserver dans l'apprentissage du livre saint. L'objectif de cette 9e édition de notre concours coranique, c'est faire évoluer le niveau de nos étudiants. Et cette année, on a fait des présélections. On a sélectionné nos étudiants qui participent dans notre édition de cette année. Nous avons 107 étudiants. Et les autres, ils vont participer l'année prochaine, Inch'Allah. Et nous prions à Allah pour que cette compétition prenne une dimension nationale et internationale. Puisque, alhamdoulilah, cette année, nous avons une fillette de 14 ans qui a participé dans le concours international d'Arabie Saoudite du roi Abdelaziz. Cette manifestation témoigne une fois de plus l'importance accordée à l'éducation religieuse et à la formation d'une jeunesse attachée aux valeurs coraniques, porteuse d'un enseignement vivant et profondément enraciné. Un mot de sport de ce journal, la phase nationale de championnat du volleyball se poursuit à Niumashiwa sur l'île de Moélie avec les demi-finales pour cette première rencontre. Nsanzo de Mutsamudu en juin s'était opposé à l'IVBC d'Itsara de Ngazija. Après 5-7 âprement disputés, l'équipe d'Itsara s'est imposée et décroche ainsi sa place en finale. Mounibou Amir nous fait le point. À Niumashiwa, la compétition entre dans sa phase la plus décisive. Les 4 meilleures formations de cette phase nationale se disputeront désormais les 2 places pour la finale. Pour ouvrir les demi-finales, Nsadjo de Mutsamudu, représentant Anjouan, était opposé à l'IVBC d'Itsandra de Ngazija. Un duel très disputé qui aura tenu des spectateurs en haleine jusqu'au dernier échange. Après 5-7, l'IVBC finalement pris le dessus et décroché son billet pour la grande finale prévue ce samedi. L'objectif c'est ça, quand tu arrives dans un tournoi, c'est d'arriver en finale et de gagner la finale. Voilà. On est bien concentré pour atteindre cet objectif-là. Le dernier acte du championnat national se jouera donc ce samedi à Niumashiwa avec l'IVBC déjà qualifié face au vainqueur de cette seconde demi-finale. Le rappel des principaux titres avant de boucler ce journal, bilan économique de l'année 2025 et perspectives de 2026, présenté par le gouverneur de la Banque centrale des Comores, Dr Younoussa Imani. Une réunion consacrée au bilan des réalisations effectuées à la suite du passage du cyclone Kenneth en 2019 en Union des Comores, organisée par le projet Post-Kenneth et de résilience en collaboration avec le ministère de l'Aménagement. Nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci à vous tous de votre fidélité. Excellente soirée. Au revoir. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.